Crypto surfeuse. Les plus belles séances de surf sont les plus rares. Patienter sur le sable. Chaud quand les vagues sont en vacances. Prendre sa planche quand le vent nous pousse et surfons ensemble. Les futures vagues. Patience, rigueur mentale. Telle est notre devise. Oh. Salut à toi, bienvenue sur la chaîne du Druide, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler de mon portefeuille boursier officiel de la chaîne, le portefeuille du Druide. Si tu le sais pas encore, je suis dans la team de Cédric Froment, qui est un youtubeur connu sur la toile, qui fait des formations en bourse, en swing trading notamment, et aussi en portefeuille long terme depuis longtemps, hein, je crois depuis facile 10, 12, 13 ans. Et j'accompagne les élèves de son école sur la partie swing trading, puis aussi investissement passif, mais avec les stratégies de Cédric Froment. Et sur le swing trading, c'est mon approche entre guillemets préférée, puisque l'avantage du trading directionnel, c'est qu'on a notre screener qui va nous sortir les opportunités, et quand les marchés se retournent, on n'a quasiment pas d'opportunités, ce qui fait qu'on est naturellement safe, et on ne va pas être investi durant les crashs, durant les baisses. Donc voilà, on a un money management qui nous protège, et c'est là-dessus que j'ai fait le plus de performance en 2024, puisque j'avais fait plus 60% avec les élèves que j'accompagne. Donc c'est une année exceptionnelle. En temps normal, on ne fait pas des performances comme ça, mais comme on était en bull market, j'ai été plus agressif que les autres années, et ça a payé, et ça nous a permis d'avoir fait une rentabilité exceptionnelle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut aussi de la patience, parce qu'on a vécu des périodes où on était beaucoup moins performant sur le swing trading, puisqu'on a eu le crash du Covid alors que le marché partait en bull market. Il y a eu le Covid qui a débarqué, ça a carrément tout annulé et fait chuter. Il a fallu être patient derrière. On a eu la crise de 2022 avec un marché baissier qui a quasiment duré durant toute l'année 2022 à cause de l'inflation, à cause de la guerre en Ukraine. Donc voilà, mais la patience paye, et au final, quand on fait une moyenne annuelle, on a des performances très très bonne, et en plus de ça avec une maîtrise de la volatilité excellente. Mais c'est bien aussi en complément d'avoir des stratégies passives et long terme qu'on ne va pas regarder tous les jours, qui ne demandent pas forcément de grosses compétences, et qui va permettre de répartir son patrimoine entre du trading et de l'investissement beaucoup plus pareto et passif pour du long terme, où là on ne va pas chercher forcément à timer le marché, et au contraire on va laisser nos actifs évoluer sur 10, 15, 20 ans ou plus, suivant l'âge que vous avez. Donc c'est comme ça qu'est née la stratégie du Druide, où je fais un espèce de petit mix entre actions mais aussi d'autres classes d'actifs, et où je vais faire en fait du stock picking sur base d'analyse fondamentale. Donc ça, c'est pour t'expliquer un petit peu la chaîne et le portefeuille officiel, comment il fonctionne. Et sur ces critères fondamentaux, je suis extrêmement confiant. J'ai plusieurs sélections, j'ai une liste facile de 30 titres de très haute qualité. Après, je peux faire ma petite mayonnaise, ma petite potion magique pour combiner un petit peu toutes ces actions pour avoir une volatilité maîtrisée sur le long terme et une performance tout à fait satisfaisante. Donc en gros, dans cette vidéo, tu vas comprendre qu'on va faire aussi une répartition, une diversification sectorielle. Parce que si tu investis que sur les techs, tu peux faire de grosses performances tant que les techs sont bien orientés, mais tu vas avoir un portefeuille extrêmement volatile, et quand le marché va se retourner, les techs vont chuter énormément. Donc l'idée, c'est pas d'être concentré sur une classe d'actifs qui performe à un moment donné, mais plutôt de voir quelles sont les classes d'actifs, les secteurs qui vont performer en période de récession, en période au contraire comme actuellement d'expansion, on est dans un gros bull market, et de créer une espèce de mayonnaise qui fait que ça va amortir un petit peu les chocs de volatilité. Et dans cet esprit, tu peux voir ici, j'ai créé un portefeuille type qui est 100% action pour le coup, ce qui n'est pas le cas du portefeuille du Druide. Dans le portefeuille du Druide, j'ai des cryptos, je peux avoir des obligations, je peux avoir d'autres choses encore, des commodities. Et d'ailleurs, la grosse erreur que j'ai faite ce mois-ci, c'est que j'ai été surexposé sur les cryptos, et les cryptos se sont vautrés, comme tu l'as vu, malgré que les supports tiennent, donc ça laisse de l'espoir pour un rebond et pour que je puisse alléger. Je t'invite à voir la vidéo sur le sentiment de marché crypto que j'ai faite, la dernière vidéo sur la chaîne, pour comprendre. Mais du coup, je suis nettement trop exposé sur les cryptos, et ça a créé de la volatilité, ce qui fait que je ne performe pas du tout sur ce portefeuille-là. Mais en même temps, c'est normal, c'est prévu. C'est-à-dire que ce portefeuille, on va vraiment pouvoir le juger lorsqu'on aura une grosse correction sur les marchés actions, parce que c'est à ce moment-là que je vais vraiment injecter tout le reste du capital que je veux mettre sur cette stratégie, et je vais pouvoir profiter des soldes sur les actions. Par contre, les cryptos, il va falloir que j'arrive à gérer ça, parce que si les supports cassent, je pense qu'il faudra que je clôture une bonne partie de ces positions en perte pour amoindrir le risque global du portefeuille. Donc en gros, j'ai un mois de février qui n'est pas très bon à cause des crypto-monnaies, même si encore une fois elles peuvent rebondir et ça peut finalement remonter. Mais voilà, j'ai fait une erreur là-dessus, et je vais essayer de la rattraper dans les prochains mois pour en tout cas repartir sur de bonnes bases. Rien de dramatique pour la stratégie de la chaîne et pour le long terme, mais c'est vrai qu'à court terme, du coup, je ne peux pas performer à cause de ça. Et c'est dommage parce que j'ai eu pas mal de trades qui ont bien fonctionné.
mais du coup ça a été retracé à cause des cryptos. Bref, en tout cas je te montre à l'écran, ici c'est un backtest d'un portefeuille type que je peux créer avec les actions que j'ai sélectionnées. Donc je garde ma potion magique, hein, j'ai fait un espèce de mélange, que des bons fondamentaux avec mes critères que je veux absolument sur ces actions là. Et donc tu vois que ici j'ai deux modèles, avec une moyenne mobile qui permet de sortir lorsqu'il y a vraiment un crash boursier pour ne pas rester en position. Et tu vois que ce modèle permet d'avoir un drawdown de moins 17% quand les indices boursiers ont baissé durant les crashs de 2008 de moins 50%. Je sais pas si tu te rends compte, mais c'est exceptionnel. C'est-à-dire que vraiment là le risque il est minime quoi. Quand ça baisse de moins 50% sur les indices, mon portefeuille qui est du stock picking, c'est même pas un indice quoi, c'est un nombre d'actions comme concentré. Il y en a à peu près 15. Eh bien, je n'ai perdu que moins 17%. Donc ça, c'est en utilisant une moyenne mobile pour sortir du marché quand vraiment ça pue, quoi. Et puis, tu vois que la performance annuelle est de 13,29. Ça veut dire que j'ai surperformé avec cette stratégie, la stratégie du druide de cette chaîne, entre guillemets, en 100% action. Je surperforme le SP500. Donc c'est pour ça que je vous dis, mon objectif c'est de faire à peu près comme le SP500 sur le long terme, donc du 10% à peu près, mais avec beaucoup moins de volatilité. Après, la version Buy and Hold, 100% action, sans la diversification, parce que j'ai d'autres classes d'actifs encore une fois, mais 100% action, ça donnerait du 15% par an. Donc là, c'est beaucoup plus encore que le SP500 et la volatilité beaucoup moindre également, puisque beaucoup plus que là avec la moyenne mobile. Mais par contre, beaucoup plus faible que le SP500, puisque j'arrive à moins 34% durant le crash boursier de 2008, quand le SP500 a perdu moins 50% en drawdown mensuel. Donc là, même en buy and hold, tu vois qu'avec une bonne sélection d'actions, eh ben, tu vas avoir plus de performance et tu vas avoir moins de risques et moins de volatilité. Donc c'est tout l'intérêt. J'aurais pu vous montrer d'autres backtests, parce que j'ai plein de portefeuilles différents que je peux créer, plein en gros de formules magiques où je vais associer des actions différentes, des secteurs différents, et ça va donner des résultats différents. Mais en tout cas, ça marche bien sur quasiment tout ce que j'ai pu backtester avec les actions que je sélectionne. Donc ça, c'était juste pour te présenter un petit peu la stratégie de base que j'ai. Donc par contre, je me tâte. La réflexion que j'ai, c'est est-ce que je reste vraiment sur quelque chose comme ça qui est éprouvé dans le temps avec ce backtest, ou est-ce que je fais un petit mix et en fait je garde 50% en buy and hold sur les actions et le reste je vais plutôt faire entre guillemets de l'achat-revente où je vais essayer de profiter des soldes et puis je vais revendre quand ça remonte pas mal pour avoir une partie vraiment liquide et qui va être plus dédiée entre guillemets à un semi-investissement passif mais en mode trading aussi avec des prises de plus-value, etc. Ça, c'est les réflexions que j'ai. Je ne sais pas ce que je vais faire encore. Le plus simple pour ne pas me prendre la tête, ça serait de rester sur ce backtest et de rester sur ma stratégie de base. Mais en même temps, j'ai envie de faire ça parce que ça permet de ne pas être surexposé durant les crashs et les gros retours de marché. Et je m'attends, je pense, en 2026, moi, en tout cas, je m'attends là d'ici un an à ce qu'on ait une grosse correction de marché. Je ne sais pas quand on l'aura, mais je pense qu'on va avoir un moins 15, un moins 20% facile sur les indices d'ici un an. Voilà pour le petit bilan et cette introduction. En tout cas, on attaque tout de suite. Du coup, je vais te montrer quelques actions, sentiments de marché. Et puis, c'est parti pour la suite de cette vidéo. Pour que tu comprennes ce que j'ai pu faire sur la partie crypto, je te mets l'exemple ici de Solana. Donc Solana, pour rappel, on était dimanche et tu peux voir que nous, dans notre académie de crypto chez Cédric Froment, on avait certains élèves qui font de la bourse casino et qui ne respectent pas tout ce qu'on leur enseigne. Et surtout que nous, on est plutôt sur une partie trading et non pas investissement passif sur les cryptos. Mais on leur dit qu'il y a aussi cette possibilité s'ils veulent profiter des baisses. Et c'est le cas puisqu'on a eu une baisse extrêmement importante. Regardez Solana depuis les ATH, on a perdu moins 50% pour rejoindre à peu près les plus bas ici. Donc forcément pour son bac passif, ça peut être intéressant de faire du DCA à différents niveaux durant cette baisse et pour profiter dans le futur, si jamais un jour on fait le pari que Solana sera beaucoup plus haut dans le temps, et bien faire du DCA et investir durant les baisses, comme ça c'est extrêmement intéressant. Et donc on a des élèves, pas beaucoup, mais qui paniquaient durant toute cette baisse et qui disaient ça y est, on est en bear market. Alors c'est pareil sur Ethereum, pareil sur le Bitcoin, on va aller voir ça ensuite si tu veux. Du coup, ils paniquaient, ils disaient, ça y est, on est en bear market, c'est la cata, etc. Tout ça pourquoi ? Parce qu'ils ont leurs émotions qui étaient à rude épreuve, puisqu'ils sont surexposés sur les cryptos, ils respectent aucune règle de money management et de sécurité. Et c'est pour ça que moi-même, j'ai un petit peu abusé, j'étais à 10%, tu l'as compris, sur mon portefeuille du druide, alors que je veux être qu'à 2% maximum sur cette portion crypto. Et avec 2%, tu dors très bien, même si tu perds tes 2%, c'est pas grave en fait. Donc même si ça va à zéro, t'es très bien. Et eux, je pense que certains étaient même à 60-70% investis comme ça en passif, alors qu'en plus on est sur des résistances sur Solana. Je ne sais pas si tu vas le voir, mais je peux te dézoomer. Voilà, on est sur les ATH. Ici, on a une résistance. Ça, je dis à nos élèves depuis longtemps.
on n'est pas en bull market sur les cryptos, on est dans un marché en range. Je leur dis depuis un moment, on a des cryptos qui sont partis entre guillemets en tendance haussière comme Bitcoin, comme XRP, mais globalement l'ensemble du marché est toujours en range et en train de préparer un éventuel futur bull market. Mais ce que je leur ai dit aussi, c'est que non, attention, ne paniquez pas, je peux vous mettre une capture d'écran d'une vidéo que j'ai faite avec eux pour vous montrer que ce que je dis est vrai et que je le fais en temps réel. Et je leur ai dit non, attendez les gars, on n'est pas en bear market, on n'est ni en bull, ni en bear, on est en range, on est simplement de la résistance, on est venu chercher le support ici que j'avais tracé avec eux depuis très longtemps et on l'a même pas touché ce support, regardez, on l'a frôlé, mais on l'a même pas atteint et on l'a pas cassé par le bas. Et donc même si on le cassait par le bas, ça veut pas dire qu'on est en bear market pour autant, mais en tout cas effectivement sur Solana ça sentira pas très bon. Mais bon, en tout cas les supports tiennent. Et ce qui s'est passé, c'est que dimanche il y a Donald, tonton Trump là qui a fait son tweet. Et ce qui s'est passé dimanche, c'était là. Tu vois ici dimanche 2 mars 2025. Et c'est à ce moment-là que les marchés se sont emballés. Regarde sur Solana ce qui s'est passé. J'ai pris 23% en quelques heures à peine. C'est vraiment arrivé d'un coup, 23-24%. Et forcément, ce que j'avais acheté en bas ici, dans ces zones-là, ça a pu en profiter. Et du coup, c'est surtout sur Solana que j'ai fait le plus gros coup, puisque j'ai pu encaisser un gain ici. Donc voilà, j'ai clôturé ensuite parce qu'on avait cette moyenne mobile à 20 périodes. J'ai senti que ça, le tweet de Trump, c'était juste un effet de news et que voilà, on a eu un énorme rebond parce que 23% encore une fois d'un coup, c'est énorme. Je sais pas si tu te rends compte, cette séance est énorme. Et j'ai senti que ça allait buter sur la M20, donc j'ai pas hésité, j'ai tout clôturé. J'ai plus aucune position sur Solana. Tu vas le voir sur mon portefeuille de toute façon. Et sur Ethereum où j'avais presque 3000 € je crois d'investi, j'ai réduit considérablement mon exposition. Et pareil, sur le Bitcoin, j'ai réduit également. Sur le Bitcoin, j'étais en gain, donc c'était beaucoup plus facile, mais Ethereum j'avais quelques petites pertes, donc voilà, j'étais pas serein du tout avec mes positions sur Ethereum. Donc ça me permet d'aller chercher ici. D'ailleurs j'avais fait une vidéo quelques jours avant sur la chaîne. Je te rappelle que je disais déjà sur cette vidéo que les supports tenaient et que le Titanic n'avait pas touché son iceberg. Je t'invite à la regarder si tu veux voir. Donc voilà, quand beaucoup crient au loup et parlent de bear market, eh bien en réalité on n'y était pas du tout. Et on a même quelqu'un qui nous a contacté sur le support pour nous demander est-ce que nos élèves perdaient 50% de leur capital, parce que lui apparemment il perdait 50 à 60%. Je dis non, nous notre portefeuille de trading crypto il est en gain, il est toujours positif actuellement malgré qu'il y ait des grosses baisses sur les cryptos. On est en positif sur la partie trading et sur la partie investissement passif, non, on gère notre risque, donc on va pas investir déjà sur les ATH en passif, première chose, mais deuxième chose, les supports tiennent et c'est ce qu'on voit ici. Donc je voulais juste te montrer un petit coup l'Ethereum pour que tu vois aussi où est-ce qu'on en est. Alors c'est pas sur celui-là que j'ai mes tracés je crois, non, bon. C'est pas grave, en tout cas avec les élèves, ce que j'avais tracé ici c'était une zone de support, je vais le refaire sur celui-là. Voilà, ici, zone de support, elle n'a pas pété, voilà, on a une petite mèche qui passe en dessous, mais on n'a absolument pas pété cette zone de support, et puis de toute façon, moi le vrai prix psychologique était ici un petit peu en dessous, donc c'est, voilà. Et on est toujours dans cette construction de grandes tasses et anses, à très long terme, on a un pivot ici intermédiaire. J'ai mis aussi la résistance des ATH, parce que pour moi il faudrait péter toute cette zone pour vraiment lancer le bull market, parce que là on a un risque de faux signal malheureusement. Mais là on a un pivot qui se dessine, et ce qu'on est en train de faire tout simplement c'est un double bottom, potentiellement, je ne sais pas si on l'aura, peut-être qu'on va partir en bear market ensuite, mais actuellement ce que j'explique c'est qu'on est juste en range, et on le voit ici sur l'Ethereum de manière très nette, le support tient, d'ailleurs ici on voit tout de suite qu'on a des achats massifs qui sont en train de se faire, ici avec la longue mèche, et aujourd'hui on est en train de remonter. Alors ce qui va être compliqué c'est la M20, ici il faudrait qu'on la pète par le haut pour vraiment aller espérer remonter très haut, mais en tout cas on peut encore espérer un beau rebond jusqu'à la M20 ou jusqu'au niveau de dimanche, sans problème sur l'Ethereum. Alors je vais pas refaire le Bitcoin, on va faire plutôt Overs pour changer. Overs, je rappelle, j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques jours sur la chaîne, et j'avais expliqué que sur Overs, pour moi, on était dans une figure de consolidation que je te trace ici, dans un grand biseau ascendant à très long terme qui est ici, avec un énorme potentiel de hausse sur les cryptos, puisque si on pète par le haut, même à partir de maintenant, pour rejoindre par là-bas, il y a plus de 918% de gains possibles de se faire. En gros, on peut faire un x10. Tu mets une somme, tu peux gagner x10 en termes de potentiel. Je parle, ça ne veut pas dire qu'on va les atteindre, loin de là. Mais on ne s'attend pas à les atteindre d'ailleurs, pour être tout à fait honnête. Mais voilà, si on allait chercher le haut de cette figure chartiste, comme on l'a fait ici, là on est monté du bas vers le haut. Ici on avait pris combien? On a pris plus 4435%. Oui, tu rêves pas, c'est plus 4000% pour rejoindre ici. Donc voilà, on peut avoir un énorme potentiel. Et j'ai expliqué en tout cas qu'on avait ce support oblique, qu'on était sur le bas et que non, on n'est pas en bear market. J'avais même tracé cette zone en pointillé que tu vois ici.
pour leur expliquer que même si on pète ce niveau de support, tant qu'on ne casse pas ici le plus bas, on n'est pas en bear market. Pour être en bear market, il faut casser la zone en pointillé par le bas. Donc tu vois, pour l'instant, on n'y est pas. À chaque fois, on a des mèches depuis même ici janvier 2025. On a des mèches qui se font sur cette zone de support. J'avais même tracé ça il y a longtemps avec eux. Hop, ici une figure en double bottom potentiel qu'on peut former. Et puis peut-être dans le futur, casser la résistance pour vraiment lancer le bull market. Pour l'instant, alors on n'a pas encore le deuxième creux, mais on voit que potentiellement ça peut être en train de se construire. On verra si ça se maintient ou pas. Mais en tout cas, regardez comme par magie sur mon pivot tracé il y a longtemps avec eux et avec vous, eh bien il y a des achats. On le voit ici, vous le voyez avec toutes les mèches, encore une fois, ça c'est février, c'est ce mois-ci. Toutes les mèches se font sur ce niveau, c'est pas du hasard les gars. Donc ceux qui, encore une fois, qui vous répètent que l'analyse graphique c'est bidon, ça ne marche pas, c'est du vent, regardez, mèche ici, mèche, mèche, mèche. À chaque fois le niveau tient. Alors encore une fois, ça ne nous prédit pas l'avenir, ça ne veut pas dire que le niveau tient à chaque fois, ça veut dire juste que c'est une bonne figure qui est bien prise en compte par le marché. Après elle peut casser par le bas ou au contraire faire rebondir le prix, nous on ne prédit pas l'avenir, mais par contre elle est prise en compte et c'est des niveaux psychologiques où les opérateurs vont agir et qui sont intéressants à surveiller pour savoir est-ce qu'on reste dans cette figure long terme haussière ou est-ce qu'au contraire on commence à la casser et là on peut passer en bear market. Mais je le rappelle que pour passer en bear market il faut casser pour moi ce niveau ici en bas sur l'indice Overs. Et pour l'instant, on n'y est pas, on est en train de rebondir. On a toujours cette grande augmentation des volumes depuis maintenant novembre 2024, on le voit par rapport à avant. Donc voilà, tout se passe bien pour le moment pour un portefeuille passif en tout cas. Donc je commence cette vidéo par te montrer la diapositive sur un portefeuille sectoriel diversifié ici qui présente un petit peu en fonction des cycles économiques en gros les secteurs qui vont plus performer que d'autres. Donc je ne vais pas passer 2 heures là-dessus, tu vois l'image, tu peux faire pause, mais pour résumer, en début de récession tu vas voir tout ce qui est la consommation, que ce soit de base ou discrétionnaire qui va surperformer. Ensuite, lorsque tu as vraiment la contraction de l'économie, c'est-à-dire qu'on se dirige complètement vers la récession, tu vas avoir plutôt ici les services publics. Donc en gros, tout ce qui va être vraiment dans l'utilité primaire de la vie des habitants, eh bien c'est ça qui va être la priorité des investissements. Et puis en période de récession, lorsqu'on est vraiment tout en bas de la récession, en gros, entre la contraction et l'expansion, c'est-à-dire avant que ça reparte de nouveau dans une dynamique un peu plus positive, là on va avoir les services financiers qui vont se réveiller et puis on va avoir, encore une fois, toujours les produits de consommation discrétionnaires. Ensuite, on va parler maintenant de la phase où on commence à repartir dans une dynamique positive et on commence à se diriger vers l'expansion, en gros, vers des futurs bull market et une économie qui se porte beaucoup mieux. Et donc là, on va commencer à voir les transports qui vont se réveiller, on va voir les technologies de l'information, donc tout ce qui est tech, ce qui performe depuis maintenant de nombreuses années, voire décennies. Et puis enfin, on va avoir les matières premières, plus on va monter vers l'expansion, plus on a les matières premières qui se réveillent. Ensuite, le secteur de l'énergie, d'ailleurs on le voit en ce moment que le secteur de l'énergie commence à se réveiller, donc peut-être que ça nous annonce une fin de bull market, donc on a encore un peu de potentiel de hausse, mais qu'on arrive sur la fin, et puis que derrière on aura sans doute de nouveau une grosse correction. Et donc on va terminer ici avec les métaux précieux tout en haut. Donc on a vu l'or d'ailleurs qui s'est réveillé, mais il y a aussi, je crois qu'il y avait le palladium qui avait explosé il me semble. En tout cas, voilà, il y a les métaux précieux qui potentiellement sont en train de se réveiller. Et moi, tout ça pour vous dire, ça commence à m'indiquer que on peut avoir, comme je le dis, encore un peu de potentiel de hausse cette année. Mais par contre, on se dirige derrière, à mon avis, vers une grosse correction de marché. Moi, c'est ce que ça m'inspire. Après, c'est une interprétation personnelle. Mais voilà, je voulais te présenter ça. En tout cas, tu sais un petit peu les secteurs. C'est pour ça que la diversification des secteurs permet de profiter un petit peu des différentes phases économiques. Après, l'idée, bien sûr, tu l'as compris, c'est d'investir sur les meilleures actions du marché et idéalement au meilleur prix. Donc je vais te donner des exemples d'actions pour les deux cycles. Dans le cycle de prospérité et d'expansion, on a là tout ce qui est cyclique, les tech, donc les sociétés industrielles, matériaux, consommation discrétionnaire. Donc dans mon portefeuille par exemple, j'ai Accenture ici pour la tech, j'ai Microsoft aussi, Linde pour le secteur industriel on va dire, et Alphabet Google toujours pour la tech. En période de récession, donc les secteurs défensifs de mon portefeuille, donc santé, utilité, consommation de base, télécom. Donc télécom, j'en ai pas beaucoup, j'en ai pas du tout même je crois. Mais par contre, voilà, j'ai Johnson & Johnson pour la santé, j'ai Novartis pour la santé et j'ai PepsiCo pour la consommation de base. Voilà, c'est pas les seuls puisque j'ai aussi Nestlé qu'on aurait pu rajouter. Alors, au niveau de la théorie de la rotation sectorielle, les secteurs boursiers réagissent différemment en fonction des phases de cycle économique, dont tu viens de le comprendre, expansion, récession, reprise. Donc, dans les secteurs cycliques, les tech, industriels, matériaux surperforment en phase d'expansion, portés par la hausse de la demande et des investissements. Et
Et à contrario, les secteurs défensifs résistent mieux en récession. Donc tout ce qui est consommation de base, la santé parce que c'est des besoins primaires, et bah, tout ce qui est utilité aussi, utilities grâce à une demande stable. Donc exemple, médicaments, produits essentiels. Donc ça, c'est basique en réalité. Donc des petites données empiriques maintenant sur les cycles économiques, les performances sectorielles en France en 2024, donc les phases de récession. Donc encore une fois, les secteurs défensifs, santé et alimentation ont surperformé de 5 à 8% les autres secteurs, tandis que les secteurs cycliques, tourisme, luxe, ont chuté de moins 12%. Donc c'est pour ça, si vous avez que du LVMH sur votre PEA et que vous dites c'est la meilleure valeur en France et que j'investis que là-dessus, bah, vous risquez d'être en difficulté. Peut-être qu'avoir un peu de Air Liquide, avoir de Sanofi ou autre sur le PEA, Total Energy aussi, bon, même si là on n'en parle pas, ça peut être intéressant. Bon, ensuite, les études américaines entre 2015 et 2022. On a vu qu'en phase d'expansion, c'était les techs et on voit effectivement que le secteur a fait plus 18% par an en moyenne, ce qui est une performance énorme, quand la consommation discrétionnaire a fait, elle, plus 16%. Donc, c'est les deux secteurs qui dominent actuellement. Au niveau du secteur des matériaux, c'est plus 14% qui profitent des infrastructures et de la hausse des prix des commodities. En période de récession, c'est la santé qui a fait plus 8% et les utilities qui ont fait plus 6%, qui résistent. Tandis que pour donner une comparaison, secteur de la finance et immobilier, c'est du moins 10 à moins 14% et ces secteurs s'effondrent avec des actions qui peuvent aller beaucoup plus bas que ça, bien évidemment, parce que c'est un indice, c'est la moyenne du secteur, mais en fait, il y a des actions qui chutent énormément. Et donc là, on voit vraiment la grosse différence. Donc pareil, en récession, si tu n'as que des bancaires ou que de l'immobilier, eh bien potentiellement tu risques de prendre cher. Donc encore une fois, avoir du Johnson & Johnson, avoir de la santé et d'autres utilities, ben, ça peut être beaucoup plus pertinent. En conclusion, les cycles sectoriels sont corrélés à des indicateurs macroéconomiques, comme les taux d'intérêt qui influencent énormément les marchés, c'est pour ça qu'on suit énormément ça, notamment les taux à 10 ans. Donc les secteurs sensibles, ça va être l'immobilier, sensible à l'endettement, l'automobile qui souffre en cas de hausse des taux d'intérêt. L'inflation, bien sûr, donc tout ce qui est matières premières et énergie. J'ai fait une vidéo sur MDLZ où j'avais profité de la baisse et suite la hausse du cacao, j'avais expliqué ça, parce que le cacao avait explosé. Eh bien, les matières premières et énergie surperforment en période d'inflation élevée. Donc la durée des cycles, les études montrent que les secteurs cycliques ont un avantage de 6 à 12 mois avant le pic économique, tandis que les défensifs prennent le relais 3 à 6 mois avant une récession. Et là, on peut voir que moi, dans mon portefeuille défensif, j'ai Johnson & Johnson qui commence à bien remonter, PepsiCo, peut-être pas encore, mais ça risque de se faire par la suite. Donc c'est des choses qui peuvent être intéressantes, non pas pour vraiment investir dans le sens si, pour investir, pour faire sa diversification, il faut avoir plusieurs secteurs dans son portefeuille, comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, mais surtout ça peut donner aussi une petite indication pour le sentiment de marché et se faire une petite idée vers quoi on se dirige et pourquoi pas faire des arbitrages entre les secteurs si on constate qu'on a des actions d'un secteur qui sont surévaluées et d'autres d'un autre secteur qui sont sous-évaluées, on peut peut-être s'attendre à un moment donné à ce qu'il y ait une rotation sectorielle et peut-être un changement de paradigme et donc de cycle économique également. Donc, alors on peut aussi faire un petit point sur LVMH. Rappelle-toi, j'avais fait une grosse vidéo sur la chaîne sur LVMH au moment du coup de gueule de Bernard Arnault. Je t'invite à la regarder, ça ne pas manquer si tu l'as pas encore vu. Et j'avais vendu ici, voilà, j'ai vendu au plus haut. Alors me dites pas que c'est parce que je suis un expert, ça n'a rien à voir, c'est de la chance, c'est de la chance. J'ai voulu prendre mes bénéfices, j'avais un très très beau gain parce que, alors je sais pas où était mon prix d'entrée pour être franc, donc je peux même pas calculer, je ne me souviens plus du tout où est-ce que j'étais rentré. Ah si, j'étais rentré là, sur les 607, donc j'ai pris 25% de plus-value. Pour moi 25% c'était très bien et donc là j'avais fixé un objectif ici, il a été atteint, j'ai été sorti. Depuis LVMH consolide et même baisse, puisqu'elle a perdu depuis ma sortie de position à peu près 10%. Donc voilà, donc je rentre pas de nouveau sur LVMH, ça y est, ça ne m'intéresse plus. Pour que je rentre, il faudrait vraiment qu'on revienne aux alentours de mon niveau d'entrée précédent, ou même carrément en bas sur cette zone d'objectif que je vous avais fixée il y a longtemps, qu'on n'a jamais atteinte d'ailleurs non plus. C'est pour ça que j'avais pris une position dans ces eaux-là. Quand j'ai vu qu'on n'y allait pas, à un moment donné, je me suis dit, bon allez, je profite comme de la baisse, je rentre ici et j'ai revendu là. Voilà pour le petit point sur LVMH. Tant que je fais un point sur le portefeuille du Druide et sur les positions que je t'ai partagées sur la chaîne, j'avais fait une vidéo sur MANH lorsqu'on était quand même assez haut. Ce que vous ne savez pas, enfin en tout cas ce que certains ne savent pas, parce que ceux qui suivent la chaîne le savent, j'avais pris mes plus-values sur MANH. Donc j'ai fait un
une très belle opération sur MANH, hein. Donc j'ai pris des gains qui ont été à peu près ici, donc vraiment au plus haut également. C'est de la réussite, hein. C'est pas, je suis pas magicien, hein. Parce que là, MANH, on aurait pu être plus long terme et se dire que ça va aller chercher plus haut. Non, je crois qu'en fait c'est parce qu'il y avait une publication de résultats qui allait arriver, peut-être plutôt, et du coup j'ai dû vendre, je sais un peu de la raison, mais ça doit être pour ça je pense. J'ai dû vendre, et du coup vous voyez que c'est pour ça que là j'ai une ligne tout en bas, hein. Vous voyez ici j'ai 4 actions, donc j'ai 800 € à peu près d'investis, ce qui est pas 800 $, ce qui est pas non plus une fortune, donc ça me permet de moyenner à la baisse si on va chercher beaucoup plus bas. Et c'est pour ça que vous voyez que mon entrée est ici et non pas, je sais plus où j'étais rentré avant d'ailleurs, mais bon, peu importe. Tout simplement parce que j'ai profité de la baisse de MANH, parce que j'avais pris mes gains en haut, j'ai vu que ça a chuté suite à la publication de résultats, d'ailleurs qui n'était pas négative, hein, cette publication de résultats, mais on a perdu facile moins 27% quand je suis rentré en position. D'ailleurs je crois que je vous avais fait une vidéo à ce moment-là sur la chaîne peut-être. Et donc j'ai pris mon entrée ici, donc depuis ça a rebaissé un peu, mais vous voyez qu'en termes de distance, c'est pas si éloigné que ça de ma zone d'entrée. Donc là je vais pas racheter sur ce niveau-là, il n'y a pas d'intérêt. Pour que je rachète, il faut que ça aille beaucoup plus bas pour qu'il y ait un sens, pour que je puisse moyenner à la baisse. Si je réfléchis tout bêtement, je peux me dire par exemple à moins 20%, j'en rachète. Donc moins 20%, c'est marrant, ça donne mon objectif ici, hein, qui est quasiment atteint. Ça en fait c'est un support que j'avais tracé il y a longtemps, que j'ai pas touché non plus. Et vous voyez que ça a buté dessus avec la mèche ici. Et là on est en train d'aller de nouveau la chercher, donc on va peut-être la casser par le bas. C'est pour ça que je me précipite pas, parce que mon niveau d'entrée est trop proche. Donc là je sais pas, moi pour que je rachète il faudrait qu'on soit ici, allez on va dire sur les 130 sur les 130 $. Donc ce que je vais faire c'est que je vais te mettre d'ailleurs une zone à peu près sur les 130. Allez on va dire ici, hein, cette zone là, pour que je renforce ma position sur MANH. Tant qu'on n'y est pas, moi je laisse respirer pour du très long terme et je fais le pari qu'un jour ça sera plus haut que mon niveau d'entrée. Et si c'est pas le cas, si on va chercher plus bas, je moyennerai à la baisse et ça me fera un prix d'entrée qui sera entre les deux tout simplement. Peut-être même que je renforcerai beaucoup plus bas si je vois que ça s'arrête pas sur ce niveau, parce qu'en réalité je pense que la vraie zone de support, hein, que je peux mettre, c'est plutôt les 110, hein. Les 110 $ ici, et ça me permettrait d'avoir un prix moyen beaucoup plus bas. Donc je pense que c'est plus ça que je vais faire en réalité. En tout cas voilà, pour l'instant MANH, j'ai un bon prix d'entrée, j'ai profité d'une bonne baisse. Et pour du long terme, je rappelle que ce qui compte c'est pas à court terme. À court terme vous pouvez perdre 30%. Ce qui compte c'est de savoir dans 10 ans, quand vous ouvrez votre portefeuille, ou dans 15 ans, à quelle valeur est MANH. Est-ce qu'elle sera plus haute que votre prix d'entrée, ou est-ce qu'elle sera beaucoup plus bas? Et c'est ça la vraie question à se poser. Que à court terme on ait une baisse ou pas, ça n'a aucune importance. Je rappelle que c'est du long terme, hein. Donc voilà, et c'est pas parce qu'on est en gain sur une position qu'on veut détenir pendant 15-20 ans que ça veut dire que dans 15 ans on sera toujours en gain dessus. C'est exactement la même logique dans le sens inverse, hein. C'est pas que dans ce sens là. Donc voilà, ça c'était pour le petit point sur MANH. Donc c'est quelque chose qui se passe plutôt bien pour moi. Moi je suis pas très inquiet, hein, sur cette valeur qui reste une valeur de très haute qualité, par contre qui est volatile, hein. Ça je le savais avant, c'est une valeur qui est très volatile et on l'a vu grâce à la publication de résultats. La bonne nouvelle, c'est que quand j'ai tourné cette introduction de cette vidéo, on était dimanche après-midi et ça a porté chance, puisque quelques heures après, il y a eu un énorme rebond sur le marché des cryptos avec un discours de Trump qui a été pro-crypto. Et du coup, ça a vraiment boosté Solana, Bitcoin, Ethereum. Et du coup, j'ai pu revendre ma surexposition dont je vous parlais en introduction. J'ai pu la revendre plutôt à bon prix et donc bien gérer finalement tout ça. Et ça fait que je me retrouve maintenant avec seulement 2% de crypto alors que j'étais à 10% en exposition. Donc tout ce que je vous ai dit en introduction, le problème est réglé. Donc merci Donald Trump pour le coup par rapport à ça. Ça a vraiment pu me rattraper la gestion de mon portefeuille. Donc j'ai quand même pris une bonne baisse, hein, mais comme le SP500 d'ailleurs qui a bien baissé, vous pouvez voir que finalement j'ai pas baissé tant que ça, malgré que j'avais une surexposition sur les cryptos qui sont beaucoup plus volatiles que le SP500, parce qu'on a des Solana qui ont perdu 50% depuis les ATH, etc. Mais grâce au rebond, eh bien, en tout cas, je reste sur une performance positive à plus 2,41%, qui est très faible, hein, parce que le SP500 sur un an est plutôt à 15,66%. Mais je le rappelle, je reste très confiant et je sais que je vais finir par faire aussi bien, voire surperformer le SP500, et surtout avec beaucoup moins de risques et beaucoup moins de volatilité durant les crises et crashs boursiers. Donc je vais juste te montrer quand même la petite portion crypto. Donc tu vois que j'ai toujours mon or ici, hein, où je suis à plus 25%, mais j'ai pris des plus-values au fur et à mesure du temps. Et puis donc la portion crypto, tu vois que j'ai plus que, je dois avoir que 1000 € d'investis dessus, ouais, à peu près, hein, en équivalent. C'est ça, donc j'ai à peu près 1000 €, puisqu'il y a le Bitcoin ici qui est à 457, 511 de TH, et c'est tout. Voilà, donc j'ai vraiment une toute petite exposition sur le marché des cryptos.
Le TH, je vais peut-être même encore réduire lorsque je serai en gain dessus. C'est possible que je coupe la position si on remonte vers les ATH pour rester que sur du Bitcoin pour mon portefeuille passif. Au niveau des actions qui me restent, parce que tu le sais pas forcément, mais j'ai de la gestion active sur cette portion action, c'est-à-dire qu'il y a des actions où j'ai pris des gains que j'ai complètement clôturés et j'ai rentré 2 nouveaux titres. Et donc ce mois-ci, je peux te citer par exemple Annette, dont j'ai fait une vidéo Arista Networks sur la chaîne YouTube. Bon, n'hésite pas à regarder si tu veux voir les fondamentaux et pourquoi j'ai pris la position sur Annette. Donc pour l'instant, je suis à moins 5%, mais c'est une action qui est volatile, donc c'est normal. Le 5%, c'est pas grand-chose en réalité. J'ai rentré Accenture également, donc là c'est volontaire, c'est normal que je sois en moins-value, parce que Accenture, je suis un peu survalorisé dessus, je le sais, mais j'ai voulu absolument avoir une première ligne dessus pour mon bag, pour m'en souvenir et pour pas rater justement quand ça va beaucoup baisser, pour que je sache en la voyant sur mon portefeuille que c'est le moment de moyenner à la baisse. Voilà, donc c'est uniquement pour ça, j'ai que 697 $ dessus, donc c'est pas beaucoup. Alors tant que j'y suis, j'ai rentré IDEX ici, donc pour l'instant je suis en positif légèrement. Donc ça c'est ce mois-ci aussi. J'ai rentré LMT, Lockheed Martin, ici. Tu peux voir, je suis déjà à plus 3,36%. MDLZ, j'ai fait une vidéo sur la chaîne, j'ai pris des gains partiels, mais il me reste encore un petit peu et je suis à 9% dessus. MRK, je suis à plus 1%. Microsoft, j'ai renforcé, mais je vais renforcer encore, je pense, peut-être cet après-midi. Je suis à moins 6% pour l'instant. Et Nestlé, qui était rentré dans le portefeuille, qui est à plus 6% actuellement. Voilà pour un petit peu la mise à jour du portefeuille partie action. À noter que j'avais aussi CSL, qui s'appelle un Carlisle Company, qui est rentré également ce mois-ci dans le portefeuille. Donc il y a eu pas mal de rentrées, mine de rien. Et vous pouvez voir aussi ma ligne Novo Nordisk, ça a été la très bonne gestion, c'est un peu comme sur les cryptos qui ont rebondi alors j'étais en difficulté dessus. Et bien Novo Nordisk, j'étais en difficulté dessus et ça a rebondi aussi. Et du coup, je suis actuellement plus qu'à moins 7,41%. Donc pour ceux qui suivent la chaîne, vous savez que le mois dernier, je devais être à moins 20 ou moins 25%, je ne sais plus précisément. Donc c'est quand même une sacrée remontada sur Novo Nordisk. Et du coup, je me retrouve avec une très très bonne gestion dessus. Et j'ai encore du cash si je veux moyenner à la baisse dans le futur. Donc déjà, il y a JP Morgan que je n'ai pas prise, mais je me tâte à la rentrée, même sur les niveaux actuels, pour une petite ligne, parce que je n'ai pas vraiment d'action du secteur bancaire. Donc pour ma diversification, ça me permettrait d'en avoir une. En fait, pour tout ce qui est finance, je pensais au fonds de Warren Buffett, Berkshire Hathaway, mais elle est trop chère pour moi actuellement. Donc j'attends qu'il y ait une grosse correction sur les marchés pour pouvoir rentrer dessus. Mais peut-être que je pourrais diversifier aussi avec JP Morgan, qui est une excellente valeur. Je ne suis pas très fan des bancaires d'une manière générale, mais force est de constater que c'est une très belle valeur. Et vous voyez que je vous ai tracé un grand canal haussier depuis un petit moment et je voulais acheter dans cette zone, mais vous voyez qu'on n'a pas touché le bas du canal, donc j'ai attendu trop longtemps et du coup j'ai raté le coche. Donc voilà, ça ne m'empêcherait pas de prendre une petite ligne, pourquoi pas maintenant, mais c'est vrai que la figure est très propre, et vous voyez que là on risque de rejoindre à un moment donné la résistance de nouveau. On peut parler de LTMC qui est ici sur un niveau très intéressant. Il va avoir une publication de résultats lundi après la clôture des marchés. Donc voilà, sur LTMC, j'ai une belle plus-value depuis mon niveau d'entrée. Je suis à plus 37%. J'ai déjà pris des gains, bien entendu, partiels à plusieurs moments. Mais voilà, tout se passe bien sur cette action. Excellente semaine à tous et à toutes et à très très bientôt pour de prochaines vidéos. Pensez à vous abonner et à liker. Et on se retrouve prochainement.